Euh, alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des fondamentaux de la 3D. Euh, alors, hop. Et puis, je vais commencer déjà à répondre à la question pourquoi est-ce qu'on parlerait de 3D dans le milieu de l'informatique? Parce que je vais principalement m'adresser à donc, des gens qui conçoivent des logiciels ou des applications. Donc voilà, l'idée, c'est pas de faire de vous des artistes 3D, hein, parce que ça prendrait un petit peu plus que 30 ou 40 minutes. L'idée, c'est plutôt que peut-être dans certains domaines, en fait, on peut faire des applications dans lesquelles on va mettre des modèles 3D dedans. Et du coup, ça aide beaucoup de comprendre comment ça marche, comment c'est fait. Du coup, c'est ça l'objectif de la présentation, c'est de vous montrer, de vous expliquer les fondamentaux pour que vous puissiez être un peu plus à l'aise si vous manipulez des objets 3D. Alors du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas de Zenica, j'en profite pour, au cas où, vous présenter notre fidèle compagnon, le Zeni Canard. Je crois qu'il y en aura au moins un, en permanence à l'écran pendant toute la présentation. Donc voilà, il va pas mal nous accompagner. Et en fait, pour illustrer donc, tout ce dont je vais vous parler, je vais vous montrer comment j'ai fait cette image que vous voyez à l'écran. Donc je vais vous montrer dans le logiciel toutes les étapes qui m'ont permis de réaliser cette image. Donc ça va être notre fil conducteur. Avant ça, je vais faire un rapide tour d'horizon de où est-ce qu'on peut trouver de la 3D, dans quel domaine. Donc ça ne va pas être exhaustif, hein, c'est juste pour vous montrer quelques exemples. Et en fait, donc les concepts de la 3D, ils vont être communs à toutes ces applications. Donc tout ce dont je vais vous parler, vous pourrez le retrouver dans ces domaines. Donc du coup, évidemment, la 3D, il y a des domaines où c'est plutôt évident. Donc tout ce qui est film d'animation, les effets spéciaux ou les jeux vidéo. Donc là, c'est là où la 3D prend le plus de place, hein. Soit on voit bien les objets 3D comme dans les jeux vidéo, soit on n'y fait pas forcément attention, mais on est au courant que c'est généré en 3D, hein, par exemple les effets spéciaux. Donc ça, c'est la première catégorie. Après, il y a d'autres domaines où on est un peu moins sûr. Des fois, il y a de la 3D, puis des fois, non. Parce qu'aujourd'hui, la 3D a atteint un niveau où des fois, c'est très difficile, voire impossible, de déterminer à coup sûr, de dire est-ce que c'est une image en 3D ou est-ce que c'est une photo. Des fois, on ne peut pas trop faire la différence. Donc, dans ces domaines-là, en fait, ça va être selon les cas, hein. Des fois, c'est fait en 3D ou des fois, non, c'est des photos ou des vidéos. Puis il y a d'autres domaines complètement différents, donc par exemple l'ingénierie ou la recherche fondamentale, où là, ils vont utiliser des modèles principalement pour faire des simulations. Donc en ingénierie, par exemple, simuler des propriétés des matériaux, ou en recherche fondamentale, ils peuvent, par exemple, simuler la durée de dissolution d'un objet dans un liquide, par exemple. Donc, voilà, d'autres exemples d'applications. Et puis il y en a sûrement plein d'autres, hein, je n'ai pas tout listé. Ensuite, il va y avoir des domaines où, plus proches de notre secteur, donc la réalité augmentée ou virtuelle. Alors là, évidemment, il y a plein de modèles en 3D. Et puis un peu moins, mais quand même, dans le web, avec WebGL, WebGL, c'est OpenGL pour le web, on peut afficher des objets 3D dans le navigateur. Et d'ailleurs, vous l'avez probablement remarqué, là, depuis tout à l'heure, il est sage, il ne bouge pas. Mais le canard ici, c'est le modèle 3D que j'ai mis du coup sur une page web. Alors là, on dirait pas, mais c'est une présentation Reveal.js, donc ça tourne dans mon navigateur en local. Donc voilà, c'est un exemple de 3D sur le web, sachant que je pense vous faire une présentation dédiée à ça, à la 3D sur le web, où j'irai du coup beaucoup plus en détail. Donc voilà, c'est un petit teaser pour cette autre présentation. Voilà, donc je vous ai dit que je vais vous montrer dans le logiciel comment j'ai fait l'image d'introduction. Donc je vais vous parler justement de ce logiciel, parce qu'en fait il n'y en a qu'un seul, hein. J'en ai utilisé qu'un seul, qui est Blender. Blender, donc c'est un peu la star dans les logiciels de la 3D, parce qu'il est très utilisé. Et du coup, moi, je pourrais largement passer toute la présentation à vous dire pourquoi Blender c'est génial. Du coup, j'ai tout condensé en une slide, puis après je vais essayer de ne pas y revenir. Euh, donc en fait, Blender, c'est un logiciel qui est gratuit et qui est même open source. Et du coup, c'est un peu le seul dans le milieu de la 3D. Donc il n'a pas vraiment de concurrent, en tout cas gratuit. Et en fait, il commence même à faire de l'ombre aux CADOR, les logiciels CADOR de l'industrie, donc ceux qui sont utilisés par les plus gros studios d'animation, et qui coûtent, ils ont des licences qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros à l'année.
Et donc Blender, il commence à leur faire de l'ombre. Donc c'est vraiment un gros logiciel très complet. Il a pas loin presque 1 million de téléchargements mensuels, donc c'est bien populaire, du fait qu'il soit gratuit, hein, ça joue beaucoup. Et puis, du coup, pour ces raisons-là, en fait, il est soutenu par plein de grosses entreprises, de plus en plus d'ailleurs. Donc il y a des entreprises dans le secteur du jeu vidéo, mais aussi de plus en plus dans le secteur du numérique, donc Google, Facebook, Microsoft. Celles-là, c'est parce qu'elles utilisent la 3D soit pour leur propre recherche, notamment en réalité augmentée ou virtuelle, ou encore, par exemple, dans le cas de Facebook, ils font des outils pour faire des filtres en réalité augmentée, notamment pour Instagram. Et du coup, ça les arrange bien en fait d'avoir un logiciel comme Blender qui permet à tout le monde de faire des modèles gratuitement. Donc pour ça, en fait, ils soutiennent financièrement le projet. Et du coup, ça va de plus en plus vite même. Donc bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, à la fois pour Blender, puis aussi je trouve pour le monde de l'open source, c'est plutôt encourageant qu'un projet puisse aussi bien marcher. Voilà, donc après cette petite présentation, je vais passer dans le logiciel donc, pour vous montrer comment j'ai fait l'image que vous avez vue au début. Donc principalement, je vais vous montrer comment j'ai fait le modèle, hein, c'est le plus gros du travail. Donc me voilà dans le logiciel, dans Blender. Alors pour commencer, donc justement avant de commencer à faire un modèle, en général, on va essayer de chercher des images de référence. Donc ça va être soit en général des croquis, des schémas, ou dans mon cas, donc je vais faire un Zinni Canard, j'en ai un à côté de moi. Du coup, j'ai pris des petites photos. Voilà. Alors idéalement, on essaie de le faire sur plusieurs angles. Ça aide en fait à avoir une référence à plusieurs angles. Et voilà, donc ces images-là, on va s'en servir tout au long de la réalisation. Alors, une fois qu'on a ces images, en général, quand on fait un modèle, on ne va pas partir de zéro. On va partir d'un ensemble de formes de base, des objets de base. Donc là, c'est ceux qui sont disponibles dans Blender. C'est un peu des classiques, hein. Je vous présente au passage Suzanne, qui est la mascotte de Blender, hein, c'est le Zenny Canard pour Blender. Hop, donc elle est utilisée dans plein des exemples ou des petits ateliers, voilà, pour faire des tests. Donc en général, on ne va pas l'utiliser en objet de base, on va plutôt prendre un des autres. Et donc on va chercher l'objet qui se rapproche le plus de ce qu'on veut faire, et puis on va partir de ça pour créer notre objet. Donc je vais prendre par exemple, je vais partir du cube pour vous montrer. Mettons que je pars de cet objet-là. Et puis après, on va travailler cet objet pour lui donner la forme qu'on veut. Donc je vais d'ailleurs en profiter pour vous montrer finalement qu'est-ce que c'est un objet 3D, de quoi c'est constitué. Donc en fait, il y a plusieurs sortes de modèles 3D, mais celui qui est de loin le plus courant, c'est celui-ci. Donc on va appeler un modèle polygonal, parce que justement, il est constitué tout simplement de plein de petits points qui sont reliés entre eux par des arêtes, qui forment ensuite des faces, et enfin, les faces entre elles vont former l'objet. Voilà, tout simplement. Donc finalement, c'est uniquement ça qu'on va manipuler. Si on veut, voilà, si je veux transformer ce cube en un autre objet, je vais sélectionner les points ou les arêtes ou les faces. Et après, je vais pouvoir les déplacer dans l'espace ou les faire tourner ou encore changer leur échelle. Donc, j'ai tout un tas d'opérations disponibles pour transformer cet objet. Donc, par exemple, là, je vais sélectionner mes quatre points ici. Ensuite, je peux rajouter de la géométrie aussi. C'est ce que je vais faire ici. Vous voyez, je rajoute 4 points. Et après, on va répéter les opérations. J'ajoute de la géométrie, je les transforme, et petit à petit, je vais créer l'objet que je veux. Donc, un exemple pour une petite maison très simple. Donc, en gros, c'est ça la méthode de modélisation qu'on va pouvoir utiliser pour, on va dire, la majorité des objets. La grande majorité des objets, on peut les modéliser avec cette méthode-là, donc en faisant bouger les petits points, les petites arêtes. Par contre, il y a une certaine catégorie d'objets pour lesquels ça ne marche pas très bien, cette méthode-là, notamment pour tout ce qui est organique, ou tout ce qui a des formes un peu courbes. Ça ne marche pas très bien, ce n'est pas très pratique. Donc du coup, on va utiliser une autre méthode. Et il se trouve que le Zenny Canard, il a une forme organique, même s'il est en plastique, on va dire qu'il est organique. Donc du coup, voilà, justement, je ne vais pas utiliser cette méthode-là, je vais vous en montrer une autre. Donc, hop, je vais
ça, je vais cacher mes formes. Voilà, donc la deuxième méthode de modélisation que je vais vous montrer, c'est la sculpture 3D, sculpture numérique, plusieurs noms. Donc pour ça, en fait, souvent on part d'une boule comme ça, une sphère. Et ensuite, eh ben, on a plein d'outils ici à gauche pour venir tirer ou déformer cette géométrie. Ça ressemble beaucoup à la sculpture sur argile, en fait. Et du coup, voilà, moi, je peux changer d'outil, je peux ajouter ou soustraire de la matière pour voilà, petit à petit créer des formes. Alors, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas très bon là-dedans. Hein. Moi, je vous montre comme ça, mais donc là, j'ai fait quelque chose qui ressemble de loin à une tête pour vous montrer l'idée. Mais voilà. Et vous voyez qu'ici, en fait, je ne me soucie pas des points ou des arêtes ou des faces qu'il y a derrière, même s'il y en a. Hein, si je zoome, on peut les voir un petit peu. Mais en fait, l'idée de la sculpture, c'est vraiment que voilà, on ne se pose pas ces questions-là, du moins pas pour l'instant. Et on peut juste créer l'objet qu'on veut. Donc c'est une manière, c'est une méthode qui est plus libre en fait. Alors du coup, moi je vais récupérer mon image qui est derrière. Et du coup, le but en utilisant cette image, eh ben, c'est que je vais essayer de travailler cette boule pour essayer de me rapprocher de ce qu'il y a derrière. Donc, je vais juste déformer ça, essayer de faire coïncider avec le dessin derrière. Hop. Alors comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas très bon, donc ça ne va pas forcément beaucoup ressembler, mais vous voyez un peu l'idée. En fait, je peux assez facilement déformer le modèle et puis créer la forme que je veux. Voilà. Alors du coup, moi je vais un petit peu accélérer parce que ça prend un petit peu de temps sinon. Hop. Donc, voilà à quoi je suis arrivé après un bon moment, hein, il faut le dire. Donc un bon moment à faire ce que je viens de vous montrer, hein, déformer l'objet. Donc vous voyez, ça ressemble plus ou moins à ce qu'il y a derrière. J'ai peut-être remodifié un petit peu depuis, c'est pour ça que ça colle pas, quoi. Ça colle pas parfaitement, mais voilà, c'est l'idée. Donc vous voyez qu'en fait, j'ai quelque chose qui est vraiment très détaillé. C'est un avantage de la sculpture numérique, c'est que on peut faire des modèles vraiment très détaillés. On peut aller encore plus loin que ça. Après, par contre, ça peut être un inconvénient, parce que si je passe sur la queue ici, vous voyez qu'il y a plein de petites aspérités, parce que justement, j'ai fait trop de géométrie en fait. J'ai trop de détails. Moi, je voudrais que ça soit un petit peu plus lisse. Donc du coup, voilà, il va falloir le retravailler un petit peu. Et autre inconvénient, donc je vous ai dit que je ne m'étais pas trop préoccupé de la géométrie, sauf que du coup, si je regarde ce qui m'a été généré, vous pouvez voir que c'est tout noir en fait, parce que c'est super dense, et j'ai trop de géométrie en fait. Donc c'est un modèle qui va être très lourd à traiter, donc il ne va pas être facilement exploitable comme ça. Et un point supplémentaire, si je regarde la géométrie, je vois que j'ai que des faces triangulaires. Alors ça doit être pratique pour générer de la géométrie, je suppose. Mais dans un modèle 3D, en général, on essaie d'avoir des faces à 4 côtés, parce que ça marche mieux, notamment pour l'animation, quand on veut déformer le modèle. Ça fait des artefacts si on a des petits triangles comme ça. Donc on essaie toujours d'avoir des faces à 4 côtés. Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, je ne vais pas pouvoir traiter ce modèle-là, il va falloir que je le transforme. Donc si je vous montre ce que je voudrais, en fait, ce que je voudrais avoir comme géométrie pour ce modèle, donc je vous ai dit que j'aimerais avoir des faces à 4 côtés, comme ça. Et donc si je les mets bout à bout, ça va me faire une sorte de ruban là. Et ces rubans-là, je voudrais qu'ils suivent la géométrie du modèle, en fait. Comme ça. Donc ici, on voudrait que ça suive le contour de l'aile. Et puis pareil, un petit peu partout pour le bec, par exemple. Je voudrais que ça suive le contour du bec, comme ça. C'est quelque chose qui marcherait bien mieux que ce que j'ai actuellement. Donc du coup, pour faire ça, je vais cacher mon petit dessin. Pour faire ça, on va recréer un objet par-dessus la sculpture, en fait, un peu comme un calque. Donc là, c'est le modèle en rouge que vous voyez. Et, pour le coup, là, je vais réutiliser la première méthode que je vous ai montrée, à savoir, voilà, vous voyez, je retrouve mes petits points, mes arêtes et mes faces. Et donc là, je vais aller créer ma géométrie face par face, donc en décalant mes petits points, mes arêtes. Alors, c'est clairement pas l'étape la plus marrante dans la modélisation, mais par contre, vous voyez que j'ai vraiment le contrôle sur le placement de ma géométrie, et donc je vais pouvoir faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, là,
géométries qui suivent les contours. Donc voilà, là, je vais pouvoir faire un modèle un peu plus propre. Alors pareil, ça c'est un petit peu long, donc je vais vous montrer le résultat directement. Hop, voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai recréé ma géométrie par-dessus la sculpture. Et donc si je récupère mes petits dessins, vous voyez que ça ressemble beaucoup plus. Donc là, j'ai mes faces qui vont suivre les contours du modèle. J'ai des faces à 4 côtés. Et puis, de manière générale, vous voyez que j'ai beaucoup moins de géométrie. En fait, ça va être beaucoup plus léger. Donc voilà, je suis beaucoup plus satisfait de ce modèle. Là, on peut voir qu'il est quand même un peu tout carré, parce qu'il y a beaucoup moins de géométrie qu'avant. Ça, c'est pas grave, parce qu'en fait, dans le logiciel, j'ai un outil qui permet d'ajouter de la géométrie. Donc ça va interpoler, en fait, ça va lisser la géométrie existante et ça rajoute de la géométrie dedans. Donc ça lisse, en fait. Et ça, j'ai plusieurs niveaux, du coup. Ça, c'est très pratique parce que ça va me permettre d'avoir, pour un modèle, je vais avoir plusieurs versions de ce modèle avec différents niveaux de résolution, en fait. Donc, par exemple, si mon modèle il va être très loin dans une scène, eh ben, je vais utiliser cette version-là où il n'y a pas trop de géométrie. Et mettons, s'il est plus près, comme ici, s'il est plus près, si j'ai besoin de détails, ben, je vais utiliser cette version-là avec un peu plus de géométrie. Donc ça, du coup, ça se fait beaucoup dans les jeux vidéo, hein, on peut avoir plusieurs versions d'un même modèle. Et puis, mettons, si vous avez un jeu avec une voiture et vous avancez dans l'environnement, et ben, au fur et à mesure, on va changer de version du modèle et on va prendre celui dont la géométrie est adaptée. Moi, je vais garder celle-là. Je vais juste changer l'affichage pour que ça soit plus lisse. Hop. Et puis ben là, je veux dire qu'on a terminé avec la modélisation. Donc on a fini la première étape, qui est la création de la géométrie. Alors ça, c'était l'étape la plus longue, hein. Ça ira un petit peu plus vite après. Et voilà, donc on va pouvoir passer à la prochaine étape. Maintenant qu'on a notre modèle, notre géométrie, ben on va pouvoir lui ajouter des couleurs. Donc les couleurs sur un modèle 3D, comment ça va se passer? En fait, on va utiliser ce qu'on appelle des textures. Une texture, c'est tout simplement une image comme celle que vous voyez à gauche, une image qu'on va venir plaquer contre le modèle. Et du coup, le but, ça va être de travailler cette image pour que le modèle ait les couleurs qu'on veut. Donc j'ai plein d'outils pour faire ça. Je peux prendre par exemple un pinceau avec du rouge. Alors je pourrais en fait peindre sur l'image. Vous voyez qu'en fait c'est très dur de savoir où est-ce que ça va atterrir. Du fait de la transformation, en fait, on ne peut pas trop deviner. Du coup, en fait, ce qu'on peut faire, c'est l'opération inverse. Je peux peindre directement sur mon modèle et le logiciel va s'occuper de faire l'opération inverse, donc de créer l'image en fonction de ce que je fais sur le modèle. Donc ça va être beaucoup plus pratique. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais juste prendre un pot de peinture plutôt qu'un pinceau pour aller plus vite. Hop. Et maintenant, je vais reprendre mon pinceau, je reprends des couleurs et je vais pouvoir peindre directement sur le modèle. Je vais le faire rapidement pour ne pas y passer trop de temps, ça risque de ne pas être très beau. Mais voilà, je vais pouvoir peindre le bec ici. Hop. Et puis ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais récupérer mon image qui est derrière, elle n'a pas bougé. Puis je vais pouvoir continuer, toujours en l'utilisant en tant que comme un calque derrière. Hop, là, je vais faire les yeux. Et pour finir, un petit peu de noir au milieu de l'œil. Voilà. Oula, bon, je l'ai fait rapidement. Voilà, donc là, c'était pour vous montrer comment je peux peindre sur le modèle pour faire les couleurs. Et vous voyez à gauche qu'il y a mon image qui a été générée. Donc j'ai mon bec qui est un peu éparpillé là. J'ai mes yeux ici. Donc voilà, l'image ça a l'air d'être ce que je voulais. Donc on va dire que j'ai fini cette étape de texture, donc de création de la couleur. Donc je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui va être, une fois que j'ai mes couleurs, je vais pouvoir lui appliquer un matériau. Parce qu'en fait, avec un même ensemble de couleurs, on peut avoir plein de matériaux différents. Donc ça va être cette étape-là. Alors là, j'ai pris le matériau par défaut de Blender, qui marche plutôt pas mal dans ce cas-là. Et vous voyez, j'ai tout un tas de réglages. Donc je pourrais régler par exemple la brillance de mon modèle. Hop, là, je peux changer complètement l'apparence. Je peux faire, je sais pas trop, ça ressemble à de la porcelaine un peu. Donc voilà, tout un tas de réglages. Je vais reprendre celui par défaut. Et en fait, je pourrais changer complètement de matériau, hop, toujours avec les mêmes couleurs, hein, et que je peux faire très facilement un canard en verre. Ça marche plutôt bien.
Et j'ai tout un tas d'autres possibilités à ce niveau-là. Et puis vous voyez, en fait là j'ai utilisé une texture pour les couleurs, mais en fait il y a tout un tas d'autres textures, il n'y a pas que la couleur. Parce que en fait là je vous ai montré, si je reprends ça, je vous ai montré je peux régler la brillance du modèle. En fait, je pourrais avoir une texture qui va dire à quel endroit ce modèle il est brillant et à quel endroit il est mat. De la même manière que les couleurs, ça va être une texture, pour le coup, en noir et blanc, qui va dire bah, si c'est noir, ça va être brillant, et si c'est blanc, ça va être complètement mat. Et donc voilà, là, j'en ai pas, mais je pourrais avoir voilà, plein d'autres types de textures, donc il n'y a pas que les couleurs. Il y a aussi des couleurs des textures pardon, pour simuler du relief sur l'objet. Donc voilà, ça c'est plein d'autres textures que vous pourriez rencontrer. Voilà. On va pouvoir brancher ici, vous voyez, il y a tout un tas d'entrées. Et du coup, donc là, j'ai terminé le modèle. Une fois que j'ai fait le matériau, donc si je veux faire une scène avec plein d'autres modèles, ben, je vais pouvoir passer au suivant. Alors juste avant ça, je vais vous montrer, j'en ai pas eu besoin pour faire l'image, mais je vais vous montrer un exemple d'animation pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Alors du coup, je ne vais pas utiliser celui-là. Je vais reprendre pour le coup le modèle que j'avais fait avant. Je vais vous montrer comment on peut l'animer en fait. Donc pour l'animation, pour animer un modèle 3D, ce qu'on va faire, c'est que dans le modèle, on va venir placer une armature ou un squelette qui va être lui-même composé de plein de petits os. Donc là, voilà, ça ne ressemble pas à grand-chose parce que c'est un canard, mais si c'était un humain ou un animal, en fait, on retrouverait la forme d'un squelette de l'humain ou de l'animal en question. Donc le but, ça va être qu'on va mettre des os, comme ici c'est pour l'aile. Chaque os va pouvoir déplacer une partie du corps. Et du coup, pour l'animation, pour animer mon objet, en fait, je vais mettre un instant T. Je vais enregistrer la position ou l'orientation de l'os, donc de la partie du corps correspondant. Ensuite, je vais avancer dans le temps. Je vais déplacer mon os. Là, c'est pas très bien fait, hein, l'os. Mais je vais déplacer mon os, donc la partie du corps avec, et je vais enregistrer la position ou l'orientation de l'os. Et entre les deux, le logiciel, il va interpoler pour faire une animation un peu fluide. Donc, comme ça se fait dès qu'on fait de l'animation, hein, pour les développeurs web, les keyframes en CSS, c'est exactement pareil. Donc voilà l'idée. Alors du coup, moi, j'avais déjà une petite animation que vous avez probablement vu. Hop. Donc là, si je répète l'opération avec tous les os, eh ben, je peux avoir une petite animation comme ça. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, ça va peut-être un peu vite, mais en fait, il y a tout qui bouge. Alors que c'est un simple saut, hein. Mais si on veut que ça soit un petit peu réaliste, si on suit certains principes d'animation aussi, eh ben, on se retrouve avec vraiment tout qui bouge. Voilà. Après, moi, je ne suis pas expert, donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre, mais ça vous donne une idée un peu de la complexité du travail d'animation. C'est plus subtil que ça en a l'air. Voilà. Alors du coup, moi, donc, on n'en a pas besoin pour finir l'image, hein, c'était juste pour vous montrer un peu. Donc je vais revenir sur ma scène pour finir l'image. Donc je vais cacher tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Donc je vais récupérer. C'était lequel? Lui. Voilà. Je récupère le canard. Je vais ajouter le texte. Donc le texte, je ne l'ai pas modélisé, hein. Il y a un outil pour taper ce qu'on veut en fait. Hop. Donc c'est effectivement. Je vais mettre ce qu'on appelle un backdrop, un peu comme les tissus dans les studios photos là. Et puis je vais rajouter une caméra virtuelle ici. J'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Et puis c'est tout. Moi, je vais mettre dans l'œil de la caméra ici. Donc vous voyez, on commence à voir notre image finale. Et puis là, moi, je vais faire une prévisualisation de ce qui se passerait si je faisais le rendu. Donc on voit rien du tout, parce qu'il manque quelque chose. Il manque évidemment des lumières. Alors là, cette étape, ça va être comme en réalité, hein, en photographie ou en vidéo, ça va être une étape très importante, les lumières.
Donc il faut bien travailler. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai utilisé. Hop. Donc je vais vous montrer les lumières que j'ai dans ma scène. Donc il y en a une petite bleue à droite, une petite rouge à gauche, une plus grosse au milieu, une deuxième au milieu, et puis la dernière, elle est un peu plus subtile. C'est pour si vous voyez, les ombres là sont quand même bien noires, donc j'en ai mis une petite pour, on appelle ça déboucher un peu les ombres, pour les rendre un peu plus claires. Voilà, hop, et ben pour le coup, là, j'ai terminé ma scène. Donc j'ai placé tous mes objets comme il faut. Je vais pouvoir appuyer sur le bouton de la caméra. En termes un peu plus techniques, on dit faire le rendu, plutôt qu'appuyer sur le bouton, mais c'est l'idée. Je vais juste, du coup, revenir sur ma caméra, donc la caméra virtuelle que je vous ai montrée tout à l'heure. En fait, celle-là, sur cette caméra, on a plein de réglages qu'on pourrait avoir sur une vraie caméra. Ce qui va contribuer d'ailleurs à contribuer au réalisme de la scène, ou en tout cas à faire le rendu qu'on veut. Donc pour ça, bon, faut avoir quelques connaissances en photographie pour comprendre ces réglages-là. Mais quand on les a, en fait, on peut vraiment bah, faire les réglages de notre caméra comme on le ferait en vrai, en fait. Donc, vous voyez, par exemple, on a la distance focale de l'objectif. On peut avoir l'ouverture aussi. Plein de réglages de ce type. Donc c'est assez intéressant. Bon, alors moi, je vais laisser les réglages que j'avais, et du coup, je vais pouvoir faire le rendu. Donc, appuyer sur le bouton de l'appareil photo. Alors, juste avant ça, du coup, je vais vous montrer, quand on appuie sur le bouton de l'appareil photo, quand on fait le rendu, ce qui va créer l'image à partir de cette scène 3D, là, c'est ce qu'on appelle un moteur de rendu. Donc, c'est en gros l'algorithme qui va créer l'image. Et donc, sur Blender, il y en a plusieurs. Donc là, celui que je vous montre actuellement, en fait, c'est un moteur de rendu en temps réel. Donc vous voyez que je peux voir ma scène en temps réel. C'est le même, enfin c'est pas le même, mais c'est le même principe qui est utilisé dans les jeux vidéo. Ça va être du temps réel comme ça. En fait, j'ai un autre moteur de rendu qui est disponible, qui est d'ailleurs le moteur de rendu historique, qui s'appelle Cycles. Et celui-là, pour le coup, il n'est pas du tout en temps réel, comme vous pouvez le voir. Par contre, l'avantage, c'est qu'il va être beaucoup plus réaliste. Et pourquoi? Parce que Cycle, c'est un moteur de rendu qu'on appelle à lancer de rayons. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va simuler le fonctionnement réel de la lumière, en fait. Donc la lumière, là, dans ma scène, ce qu'elle ferait, c'est qu'il y a des rayons de lumière qui vont partir des lampes et ils vont venir sur les objets. Les rayons de lumière vont venir sur les objets, ça va rebondir, même plusieurs fois, sur le sol, sur les autres objets. Et tout ça, ça va être simulé par le moteur de rendu à lancer de rayons. Je vais quitter parce que ça commence à... Le PC va s'envoler. Et donc ça va contribuer à faire un résultat très réaliste parce que justement, on s'approche au plus près du fonctionnement réel de la lumière. Alors moi, vu que ça, quand même, c'est un peu plus long et coûteux, je vais revenir au moteur de rendu en temps réel, comme ça. Et là, pour le coup, je vais pouvoir faire le rendu, donc calculer l'image. Alors, vous voyez que ça... J'ai oublié de retirer l'autre canard. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez que le rendu, il n'a pas pris beaucoup de temps, 4 secondes, c'est marqué en haut à gauche. Parce que en fait, j'ai une scène qui est assez simple et puis j'ai utilisé le moteur de rendu en temps réel. Faut bien penser que si ma scène était un peu plus compliquée et si j'avais utilisé l'autre moteur de rendu, on peut facilement atteindre plusieurs dizaines de minutes plusieurs dizaines de minutes pour calculer le rendu d'une seule image. Donc du coup, si vous voulez faire un film d'1h30 à 24 images par seconde, je vous laisse imaginer la durée que ça prend, puis l'énergie du coup aussi. C'est plutôt coûteux, quoi. D'ailleurs, pour les films d'animation du genre Disney ou Pixar, ils estiment que si on devait faire le rendu sur un seul ordinateur, ça prendrait plusieurs milliers d'années. Donc c'est vraiment coûteux de faire un film entier, quoi. Donc nous, on va se contenter des 4 secondes de rendu pour une image, c'est bien suffisant. Et alors, une fois qu'on a fait le rendu, il y a une dernière étape qui est c'est facultatif, mais on va dire c'est nécessaire si on veut avoir un beau rendu. Donc cette étape-là, toujours un canard en trop, cette étape-là, dans la 3D, on l'appelle le compositing. Finalement, c'est un peu comme de la retouche photo. Ça se fait aussi dans les films.
C'est tout simplement de la retouche de l'image finale. Donc moi, c'est pas très compliqué ce que j'ai fait ici, hein. J'ai juste fait une petite balance des couleurs, des niveaux, et puis là j'ai assombri un petit peu le bas de l'image, parce que c'était un peu trop clair, donc voilà, j'ai mis une petite bande son. Et voilà pour la dernière étape. Donc là, pour le coup, j'ai terminé. Alors, au, au moteur de rendu près, ça correspond, et au canard près, ça correspond à l'image que je vous ai montrée en introduction. Voilà. Et ben, du coup, maintenant qu'on a fini, je vais revenir sur ma présentation. On va faire un petit bilan. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour faire cette image, ces modèles? D'abord, on fait la modélisation, donc c'est la création de la géométrie. Ensuite, sur ces modèles, on va ajouter des textures, on va mettre les matériaux dessus. Ensuite, on va faire notre scène, donc on va ajouter les lumières, on va faire les réglages de caméra, faire le rendu, appuyer sur le bouton. Et la dernière étape, donc le compositing, c'est la petite retouche qu'on fait à la fin, voilà, pour peaufiner un peu le résultat. Alors, parmi toutes ces étapes que je vais vous montrer, il y en a certaines qu'on va retrouver, quelle que soit l'application, quel que soit ce qu'on va faire du modèle, et puis d'autres qui va être plus particulier. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, j'ai juste envie de jouer avec. Voilà. Du coup, les premières étapes, donc modélisation et texture, ça va constituer la base du modèle qu'on va réutiliser, peu importe ce qu'on va faire avec, on va avoir besoin de ces deux étapes-là. Donc le modèle et ses textures. Et du coup, les informations sur comment plaquer les textures sur le modèle. Voilà, tout ça, ça va constituer notre base. Ensuite, si on veut faire une image un peu travaillée, comme je vous ai montré, ou si on veut faire une animation, un film, hein, c'est pareil, ben on va faire les étapes que je vous ai montrées dans le logiciel. Donc, on va faire les matériaux, le rendu avec les lumières, etc. Et enfin, le compositing. Si on veut faire autre chose, eh ben, on va exporter l'ensemble modèle plus texture. On va exporter ça dans des fichiers. Donc, il existe plein de formats de fichiers selon l'application, selon ce qu'on veut intégrer dedans. Et donc, pour le coup, là, on va sortir du logiciel. Contrairement à là, pour matériaux rendus compositing, vous avez vu que j'ai tout fait dans Blender. Je ne suis pas sorti. Alors que là, si on veut faire des jeux, réalité, ou des applications, ou du web, eh ben, on va exporter les fichiers. Et du coup, c'est ce que nous, développeurs, on va manipuler dans nos applications, dans le code. Ben, ça va être ces fichiers-là qui vont contenir des informations sur le modèle et les textures. Et donc, c'est là que si un jour vous manipulez ce genre de fichiers, ben, j'espère du moins que vous pourrez un peu mieux comprendre ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, du coup, vous n'avez pas besoin de savoir fabriquer un modèle ou des textures, hein, pour les manipuler. Et d'ailleurs, en fait, il existe tout un tas de ressources disponibles sur Internet, à différents niveaux de licence, hein. Mais en fait, il y a vraiment une grosse communauté dans la 3D, une communauté qui va partager soit des modèles terminés, soit des textures. On trouve beaucoup de textures sur Internet. Donc avec ça, vous allez pouvoir réutiliser ces ressources pour les mettre dans vos applications. Donc vous n'avez pas besoin de savoir faire ce que je vous ai montré. Si au moins vous pouvez un peu mieux comprendre, c'est pas mal. Et du coup, il y a aussi une bonne communauté open source, déjà avec Blender, mais aussi la personne derrière plusieurs de ces sites, elle est aussi open source advocate. Donc c'est un peu le même esprit, il y a beaucoup de partage. Donc du coup, c'est assez sympa de retrouver ça dans la 3D. Hop, et ben du coup, c'est terminé pour cette présentation. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec trop de détails techniques. Du coup, si vous avez des questions, je peux répondre maintenant, ou si ça vient plus tard, vous pourrez toujours me pinguer sur Twitter ou sur Slack pour ceux qui y sont. Voilà, je vous remercie. Je suis à vous si vous avez des questions. J'ai pas suivi, pardon, le chat peut-être déjà. Ah oui, il y en a qui réservent pour la. Donc je pense faire une autre présentation sur le web. Ça sera peut-être plus technique pour le coup, plus
plus axé développement, comment on va utiliser les modèles sur une application web. Voilà, j'ai pas mal d'idées de choses à vous montrer, donc ça devrait être pas mal. Moi, j'ai une petite question par rapport à l'une des opérations que tu nous as montrées où tu as fait toute la partie création du modèle. Et puis après, tu nous as expliqué que tu refaisais un remapping dessus, là. Tu l'avais redessiné en rouge. Et tu as dit que Ah, c'était une opération qui était assez fastidieuse. mm. Il n'y a pas moyen de demander à Blender de le faire pour toi, cette opération-là? Alors, il existe des add-ons, il y a tout un tas d'add-ons sur Blender. Il y en a qui font ça très bien. Après, je crois pas qu'il y ait si tu veux, un outil, un bouton qui puisse le faire à notre place. Ça commence à se faire dans d'autres logiciels. D'ailleurs, les gros logiciels dont je parlais, ceux qui coûtent cher. Mais c'est vraiment compliqué à faire en fait, parce que comme je vous ai montré, il faut que les géométries elles suivent les contours de l'objet. Et ça, bah, je pense que c'est quand même pas évident à faire. Donc, voilà, c'est vraiment compliqué à générer. Mais il y a des add-ons qui aident à faire ça en fait. Moi, je n'ai pas utilisé, j'ai fait un peu tout à la main, mais voilà, il y a des outils qui aident pour aider à faire ça, quoi. Et alors, si tu repars de ton modèle, sans forcément refaire cette opération de redessiner, si tu demandes juste de réduire le nombre de polygones à l'endroit où il y en a le plus, c'est pas possible non plus de l'aider dans ce sens-là? Ou qu'il y ait des opérations de ce type-là? Ouais, alors on peut faire ça. Ça va alléger la géométrie. Donc il y aura moins de points, quoi. Ça va être plus léger. Mais par contre, ce que je disais sur l'aspect, ce qu'on appelle un peu le flow de la géométrie, si tu veux, quand on met plusieurs carrés côte à côte, ça fait des sortes de bandes là. Mhm. Et montrer que ces bandes-là, il faudrait que ça suive la géométrie. Ça va pas être fait du tout. Si on dit juste réduit la géométrie, ça va être fait un peu n'importe comment. Donc, ce qu'on appelle la topologie, voilà, c'est le mot que je cherchais, la topologie du modèle, donc c'est l'arrangement des faces, ça va pas être très bon si on fait ça. Ok, merci. Donc, ça peut servir juste à alléger un modèle qui est vraiment très lourd, mais voilà, la topologie ne va pas être très bonne. C'est Merci. d'ailleurs ce qu'on est en train de dire, c'est un peu comme en informatique, hein, tout ce qui est généré automatiquement, des fois ça marche très bien, mais c'est rarement aussi bon que si on le fait à la main, quoi. C'est un peu le même esprit. Voilà. Ah ouais, merci Karl. Alors pour information, là je suis allé très vite, hein, et j'avais préparé du coup, donc c'est allé assez vite. Mais voilà, on va dire la première version du modèle, hein, ça m'a pris pas mal de temps quand même. Donc, c'est pas D'accord. si Non, que ça. mais ouais. Mais merci parce que c'est vrai que, et surtout pour l'animation et tout, moi je m'attends toujours à des choses très compliquées et j'imagine que ça doit l'être. Mais c'est vrai que Ouais, les outils sont impressionnants, il y a déjà plein de choses de prévues ouais, et ouais. je ne pensais pas que c'est aussi évolué, surtout pour un produit open source, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Alors là, Blender, bah, comme je disais, hein, c'est vraiment un logiciel extra. Il a une vingtaine d'années le logiciel, donc il commence à être vraiment mature. Et, euh, et ouais, donc il fait vraiment plein de choses. Et Non, ça rend moins compliqué des choses qui sont quand même pas évidentes. Là, je vous ai montré pour l'animation, il y avait des graphes dans tous les sens, c'est quand même pas évident. Mais le logiciel, en plus pour quelque chose qui est open source, je le trouve assez bien conçu, quoi. On pourrait se dire, des fois, les logiciels open source, niveau design, niveau UX, c'est vraiment pas dingue. Mais là, pour le coup, je trouve vraiment abouti, quoi. ah non, et puis, petite anecdote, c'est la première fois que je vois le Zénicanar battre des ailes. Donc, c'était génial. Eh ben oui, c'est l'animation qui est arrivée, ouais. C'est ça. Et combien de temps prendrait le rendu? Euh, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Le modèle plus complexe, en fait, là, sur celui que vous voyez là, la géométrie, elle est déjà, on va dire, bien suffisante. Je pourrais très bien en rajouter, hein, mais c'est pas utile compte tenu du modèle. Donc là, je crois que avec le moteur de rendu à lancer de rayon dont je vous ai parlé, le rendu, il est plus de l'ordre de 2 minutes plutôt que 4 secondes avec le moteur de rendu temps réel. Donc, ouais, la durée, c'est plus une question déjà du choix du moteur de rendu. Et puis après, bah, pour ce cas-là, ça reste quand même très simple, hein, comme scène. Donc,
Donc voilà, c'était pas très long quand même. Là où ça serait plus long, c'est si par exemple, si je commence à lui rajouter des plumes ou ce genre de choses, là, ça va faire un peu exploser le temps de rendu, quoi. Et oui, je crois que le marketing a déjà vu le Zen Canard. C'est déjà fait. Voilà. Après, faudra voir ce qu'on en fait, hein. On peut faire plein de choses, mais c'est vrai que des fois, ça prend un peu de temps quand même. Voilà. Mais par contre, ouais, je ne l'ai pas encore partagé parce qu'on ne me l'a pas vraiment demandé, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, je pourrais vous partager soit les modèles 3D, ou soit même le fichier Blender pour que vous puissiez jouer avec, si vous voulez, pour faire d'autres projets, du coup. J'ai une dernière question. Ouais. Quel, tu nous as montré tout à l'heure, là, lorsque tu faisais les tuiles, là, dont je reviens là-dessus, là, mais tu dessinais super bien à l'écran, tes lignes droites, etc. T'as une tablette graphique pour dessiner ça, ou tu veux faire ça à la souris, ou tu as un autre Non, périphérique magique? là, j'étais à la souris, là. Je ne sais pas trop de quoi tu me parles, les dessins avec le crayon bleu, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais, ces dessins-là. Ouais. Là. Non, non, ça c'était à la souris, hein. Ah ouais, Par contre, c'est en fait pour la peinture et la sculpture, ça se fait à la tablette graphique en fait. Donc là, j'ai fait tout à la souris, donc c'était aussi un peu brut, mais la sculpture et peinture, ça se fait à la tablette graphique normalement. ok. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a une sorte de lissage qui est appliqué sur le crayon, là. Je sais pas trop. Merci. Ah oui, on m'a déjà posé la question pour les imprimantes 3D. Je crois que c'est le format STL, si je dis pas de bêtises. Que oui, je l'ai déjà exporté ce modèle en format STL, donc oui, complètement, ça pourrait être imprimé. Ouais. Je vous l'ai pas encore mis sur. Je pourrais vous le mettre sur Slack si ça vous va. Même plusieurs versions, comme je vous ai dit, là, plusieurs versions avec différents niveaux de détail. Je pourrais vous faire ça au format STL, puis le mettre sur le Slack si ça vous va, pour que vous puissiez l'imprimer en 3D et puis vous montrer ce que ça donne. Ok. Bah, merci beaucoup, Julien. C'était encore très clair. Du coup, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, je pense que tu es disponible sur Slack, en tout cas. Et donc là, c'est enregistré, donc je la mettrai à dispo pour tout le monde dès que les rendus auront été finis côté Google. Du coup, n'hésitez pas à la partager. Et puis, bah, si ça vous a plu, le format, tout ça, n'hésitez pas à nous le dire, c'était cool. Yes. Yes, bah, merci beaucoup. Merci de ton temps, Julien. En tout cas, c'était cool. Merci. De rien, merci à vous.